J'arrive et je m'installe? Ouais. Ok. J'ai fait une thèse, puis un livre sur les trajectoires de femmes usagères revendeuses insérées socialement à Bordeaux et Montréal. L'idée, c'était d'étudier une population doublement invisibilisée, puisque moi j'ai constaté dans la littérature scientifique qu'on parlait assez peu des femmes, alors que j'en voyais beaucoup sur le terrain, et qu'on parlait aussi assez peu des personnes insérées socialement, qu'il y avait une vraie focalisation sur les populations précaires. Donc j'ai choisi d'étudier une population qui était doublement cachée de femmes insérées socialement, dans leur trajectoire, à la fois dans l'usage-revente, dans leur rapport avec les structures de prise en charge socio-sanitaire, vis-à-vis de la police, et leur place dans les politiques publiques, dans les deux villes. Voilà. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des drogues dès ma deuxième année de licence. J'ai eu un cours de la part de la personne qui est devenue ensuite mon directeur de thèse, Emmanuel Langlois, sur drogue et société, et j'ai réalisé à ce moment-là qu'on pouvait faire de la sociologie de la déviance et de la sociologie des drogues, et je me suis dit que c'était passionnant, et j'ai décidé de me lancer sur ce sujet-là. Du coup, j'ai fait mon mémoire de troisième année de licence sur le deal de classe moyenne. Je suis partie ensuite à Sciences Po et j'ai continué à étudier les drogues à chaque fois dans tous les travaux de recherche qu'il était possible de mener dans ce cursus universitaire. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé l'inadéquation entre ce que je voyais sur le terrain et ce que je lisais dans la littérature. Sur le terrain, je voyais plein de femmes autonomes de mon âge, donc la vingtaine, qui vendaient, qui consommaient, qui achetaient des drogues de manière autonome. Alors que dans la littérature, quand on parlait des femmes, c'était essentiellement pour aborder le sujet des mères ou des femmes enceintes, ou le sujet des travailleuses du sexe. Et je me suis dit que cette dichotomie, elle révélait quelque chose de nos représentations de genre, et qu'il y avait un angle mort, en fait, dans la littérature sur femmes et drogue. Et puis j'ai aussi constaté la prégnance d'une focalisation sur les personnes précaires, comme si quand on consommait des drogues, on ne pouvait qu'aller mal, on ne pouvait que perdre ses liens économiques, sociaux, professionnels, alors que moi je rencontrais plein de personnes qui consommaient, vendaient des drogues et qui avaient un emploi, un logement, des études, etc. Donc j'ai décidé de me pencher sur ce double angle mort, là, femmes insérées socialement. Beaucoup de personnes s'attendent à ce que ce soit très difficile de rencontrer des usagers revendeurs et usagères revendeuses insérés socialement, surtout quand, comme moi, on ne passe pas par les files actives des structures de prise en charge. En fait, pour moi, ça a été assez simple de rencontrer ce public, puisque j'avais déjà pas mal de liens sur le terrain, et que c'est des personnes qui sont pas éloignées de moi culturellement. On est dans la même génération, on a une identité de genre commune pour les femmes que j'ai interrogées, on a un milieu socio-économique plutôt partagé également. Donc ça n'a pas été très compliqué, en fait, de trouver ces interrogés-là. Ce qui a été plus difficile, c'est la gestion émotionnelle des récits traumatiques sur le terrain. Notamment, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ça, des fois, ça a été assez difficile à gérer, puisqu'il faut faire l'entretien, le retranscrire, le coder, l'analyser, le citer. Donc en fait, on est confronté 5 fois minimum à ces récits traumatiques. Et contrairement aux psychologues, par exemple, on n'a pas forcément de séances d'analyse de pratique entre collègues quand on bosse sur des terrains difficiles. Donc ça a été quelque chose... Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à cette difficulté-là. Et puis, le terrain policier a été beaucoup plus compliqué, finalement, que le terrain de l'usage-revente. À Montréal, on m'a tout simplement refusé l'accès au terrain policier, c'est-à-dire que le service de police de la ville de Montréal m'a fait passer une longue session d'entretien, de questionnaires. J'ai dû répondre à des demandes parfois assez intrusives pour qu'au final, on me refuse l'accès au terrain. À Bordeaux, ça a été plus facile d'accéder au terrain, mais c'est plus la réalisation des entretiens qui parfois m'a mise à mal, ou voilà, comment réagir quand on est confronté en pleine figure à des discours sexistes, racistes, comment se positionner sur le terrain pour pas devenir complice de ce discours, sans non plus entrer en contradiction et se fermer l'accès à ce terrain-là. Donc voilà, c'est plutôt ça les difficultés auxquelles j'ai été confrontée finalement. Le premier grand stéréotype sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est cette idée qu'un usager de drogue va mal. Qu'un usager de drogue est dépendant, et que quand on est dépendant, on va forcément mal. C'est des représentations qui sont très alimentées dans les médias,
Mais pas que, c'est des représentations finalement assez partagées et c'est ce que des chercheurs peuvent qualifier de discours réductionniste dominant sur les drogues, qui est aussi alimenté par la politique prohibitionniste. Ça sert cette politique de dire que quand on consomme des drogues illicites, on va forcément mal, alors qu'on le voit bien avec l'alcool par exemple, qu'on peut consommer de manière occasionnelle, récréative, sans être dépendant, sans perdre son travail, sa famille, etc. Avec les drogues illicites, c'est pareil, on peut consommer occasionnellement, même régulièrement, certaines substances sans vivre une expérience totale des drogues, pour reprendre une expérience de Castel, donc sans que sa vie soit entièrement guidée par la recherche, la consommation de produits, la gestion de ses effets, etc. Et puis moi j'irai même plus loin, moi j'ai des personnes que j'ai rencontrées qui s'estiment dépendantes, notamment au cannabis, mais qui le vivent très bien. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir aussi dans cette idée de l'addiction qui serait forcément la porte ouverte à tous les maux, à toutes les décadences, à toutes les déchéances. Voilà, moi je reviendrai là-dessus. Et puis plus précisément sur les femmes, un grand stéréotype qu'on a, c'est aussi cette idée que les femmes, lorsqu'elles consomment ou vendent des drogues, le font sous l'influence de partenaires masculins, amoureux ou sexuels. Donc l'idée que les femmes entreraient dans la consommation par leur conjoint ou compagnon, l'idée qu'elles se mettraient à vendre des drogues en tant que complices, par amour, comme on a pu lire dans certains titres de presse, ou comme on peut le voir dans certaines séries. Non, une femme a un libre arbitre en dehors de ses compagnons, partenaires, amis masculins. Une femme peut s'engager dans la déviance et la délinquance par et pour elle-même. Et puis, un autre stéréotype rattaché aux femmes qui consomment ou vendent des drogues, c'est cette idée de sexualisation. Cette idée qui est un peu rattachée au précédent stéréotype, finalement, de une femme qui consomme des drogues, c'est forcément une personne qui va mal, et donc qui est prête à tout pour consommer du produit, notamment à choisir la voie du travail du sexe. C'est probablement le cas de certaines femmes dans les mondes de la drogue, mais c'est pas le cas des femmes que moi j'ai interviewées et que j'ai rencontrées. Et donc, quand on est une femme, on n'est pas forcément sous l'influence d'un homme ou en train de vendre son corps ou ses services sexuels. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être mobilisées. Il y a plein de capacités d'agir liées au genre qui sont mobilisées sur le terrain. Donc il faudrait peut-être encore une fois arrêter cette dichotomie entre sous l'influence ou sexuelle, femme fatale, etc. Il y a plein d'autres choses entre ces deux stéréotypes qui existent. Sur un autre stéréotype sur les femmes, au-delà de la stigmatisation ou de l'influence, c'est cette idée qu'elles sont moins crédibles dans le champ des ventes et des usages, qu'elles sont pas capables de faire preuve de violence, qu'elles sont pas capables de s'affirmer, de négocier, etc. Qu'elles n'ont pas la business personality pour s'intégrer dans ce monde social déviant. Encore une fois, moi c'est pas du tout ce que j'ai vu sur le terrain. On a affaire à des femmes qui développent des stratégies qui peuvent même retourner à leur avantage le stigmate dont elles font l'objet. Et donc, moi, ce livre, je trouve qu'il a un intérêt sur le plan féministe. Il y a un intérêt féministe à parler de l'empowerment des femmes dans la déviance.